Il y a quelque chose de presque troublant à réaliser qu'un message a pu attendre des siècles pour vous atteindre. Pas au sens métaphorique, mais littéralement. De l'encre pressée sur du papier il y a près de 500 ans, préservée à travers les guerres, les révolutions, les incendies, la censure et l'incrédulité, pour arriver précisément ici, en 2026, pendant que vous êtes assis à regarder cette vidéo. Avant d'aller plus loin, rendez-moi un petit service. Prenez une seconde pour appuyer doucement sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui questionne la réalité autant que vous. Et abonnez-vous à la zone interconnectée, car plus nous plongerons profondément ce soir, plus il sera difficile de revenir à une pensée ordinaire. Et si à un moment donné vous sentez votre regard sur le monde se transformer, envisagez de devenir membre et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez en écoutant. Pas ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez. Car ce que nous allons explorer n'est pas seulement de l'information, c'est une reconnaissance. En ce moment même, quelque chose se déroule que beaucoup de gens perçoivent sans réussir à l'expliquer. Le matin, vous ouvrez votre téléphone et il y a une étrange tension dans l'air. Un sentiment que les événements s'accélèrent, comme si l'histoire elle-même avait appuyé sur la touche « Avance rapide ». Les cycles d'actualité ne durent même plus 24 heures. Les alliances se modifient, les récits s'effondrent, les certitudes s'évanouissent. Que vous suiviez la politique de près ou que vous l'évitiez complètement, il y a cette intuition persistante, ce signal intérieur discret qui nous dit que nous vivons un tournant. Pas une simple ère politique normale, pas juste un cycle électoral de plus, mais un pivot dans l'histoire. Il y a 5 siècles, un homme a décrit exactement cette sensation. Pas seulement des guerres ou des chefs, pas simplement des événements, mais l'atmosphère psychologique que l'humanité ressentirait à un moment précis. Cet homme était Michel de Nostredame, Nostradamus, mort en 1566, bien avant l'existence des nations modernes, avant l'électricité, avant l'industrie, avant même que les États-Unis d'Amérique ne soient imaginés. Et pourtant, caché dans ces quatrains cryptiques, se trouve un passage que les chercheurs débattent depuis des générations. Beaucoup croient aujourd'hui qu'il décrit une figure qui domine l'attention mondiale. Aujourd'hui, un personnage politique contemporain dont l'influence façonne le discours global depuis près d'une décennie. Il a écrit « La fausse trompette causera un grand scandale. La Grande République sera troublée par sa propre main. L'orgueil et la tromperie causeront sa chute quand le ciel décidera de son déclin en la seconde année. » À première vue, cela semble symbolique, presque poétique. Mais regardez de plus près. Le mot qu'il a employé en français était « trompette ». Une trompette, un son, un signal, une annonce tonitruante. Et soudain, l'interprétation devient inévitable pour beaucoup de lecteurs. Non pas parce qu'il nomme directement une personne, mais parce qu'il décrit un archétype incarné par un leader dont le nom même évoque l'instrument. De nombreux interprètes relient ce symbole à Donald Trump, un dirigeant qui est revenu au pouvoir en 2025 à la tête de la République la plus influente du monde moderne. Écoutez bien maintenant. Nostradamus n'écrivait pas du journalisme du futur. Il ne prédisait pas les vainqueurs d'élections. Il décrivait des schémas, des cycles récurrents du comportement humain qui apparaissent chaque fois que les sociétés atteignent le bord d'une transformation. La figure qu'il a vue n'était pas seulement un individu, c'était un catalyseur, un type de personnalité qui émerge quand une civilisation est confrontée à ses propres contradictions. Et c'est pourquoi cela importe. Pour comprendre comment il a pu tenter une chose pareille, il faut savoir qui il était vraiment. Nostradamus n'était pas un devin dans une pièce sombre fixant une boule de cristal. Il était l'un des médecins les plus respectés de l'Europe de la Renaissance. Né en 1503 à Saint-Rémy de Provence, il a été formé en médecine et en astronomie et a grandi dans une famille imprégnée de fragments de mysticisme hébraïque, de philosophie grecque et d'observations scientifiques précoces. Son grand-père lui a enseigné les langues, les mathématiques et surtout la conviction que le temps n'est pas linéaire. Il avance par cycles. Médecin pendant la peste, il a rejeté les pratiques médicales habituelles comme la saignée, qui tuait les patients plus vite que la maladie elle-même. À la place, il préconisait l'hygiène, l'air frais et des traitements à base de plantes que la médecine moderne a ensuite confirmé comme ayant des propriétés antibactériennes. Les villes l'honoraient car il a sauvé des milliers de vies, puis la tragédie a frappé. En 1537,
Pendant un voyage, la peste a atteint sa propre maison. Sa femme et ses 2 enfants sont morts avant qu'ils ne puissent rentrer. Imaginez l'impact psychologique. Un homme qui avait sauvé des communautés entières, incapable de sauver sa propre famille. Peu après, l'Inquisition l'a convoqué, suspicieuse de ses méthodes et croyances non conventionnelles. Le deuil, les persécutions et la perte l'ont éloigné de la vie publique. Mais au lieu de s'effondrer, il a erré. Pendant des années, il a voyagé à travers l'Europe et peut-être l'Afrique du Nord, rencontrant des savants, des mystiques, des alchimistes, des rabbins et des maîtres soufis. Pendant cette période, il a commencé à pratiquer un rituel étrange qu'il a décrit plus tard. Jeûne, méditation nocturne, assis devant un bol d'eau éclairé par une flamme, jusqu'à entrer dans un état entre veille et rêve. Dans cette conscience altérée, il affirmait assister à des scènes non pas imaginaires, mais à l'histoire future, se déroulant comme si le temps était accessible de l'extérieur. Il ne voyait pas des événements aléatoires. Il croyait observer des schémas répétitifs des civilisations. Quand il a enfin publié les prophéties en 1555, près de 1000 quatrains sont apparus, écrits dans un langage codé, mélange de français, de latin, de grec et de symboles. L'ambiguïté était intentionnelle. Elle le protégeait des autorités religieuses et garantissait que seuls ceux qui étudiaient les schémas, plutôt que les gros titres, puissent les interpréter. Et cela nous ramène à aujourd'hui, car selon les chercheurs qui étudient l'histoire cyclique, Nostradamus croyait que l'humanité atteint périodiquement ce qu'il appelait un grand tournant. Un moment où les institutions cessent de fonctionner comme avant, où la confiance en l'autorité s'effondre, où la société se polarise. Pas un chaos aléatoire, mais une réinitialisation structurelle. Le quatrain sur la fausse trompette n'est pas important parce qu'il nomme une personne. Il est important parce qu'il décrit un rôle. Un leader polarisant qui amplifie les divisions, expose les fractures cachées et accélère involontairement le changement. La Grande République, troublée par sa propre main, suggère un conflit interne, pas une invasion. Une nation déstabilisée de l'intérieur sur les plans politiques, social et psychologiques. Remarquez quelque chose d'essentiel. La prophétie ne dit pas que la destruction met fin à l'histoire. Elle dit que la chute déclenche la transformation. Nostradamus reliait souvent ces moments à des cycles cosmiques. Il croyait que les alignements planétaires marquaient des shifts psychologiques dans la conscience collective humaine. Qu'on accepte l'astrologie ou non, historiquement, les sociétés ont toujours utilisé le ciel comme une horloge symbolique. Et en ce moment même, astronomiquement, nous traversons un alignement rare. Pluton entrant en Verseau, une transit associée en astrologie historique aux révolutions et aux changements systémiques. La dernière fois que cela s'est produit, c'était à la fin des années 1700, l'époque des révolutions américaines et françaises. Il interprétait ces alignements non comme des causes, mais comme des miroirs, des reflets de la readiness humaine au changement. La question devient donc troublante et personnelle. Si ce moment est réel, s'il est cyclique plutôt qu'accidentel, alors la figure au centre n'est pas l'histoire. La réaction de l'humanité est l'histoire. Le catalyseur force les sociétés à affronter les problèmes non résolus. Inégalité, défiance envers les institutions, vision du monde concurrente. La tension n'est pas créée par le leader, elle est révélée par le leader. Ce que nous observons est donc moins une question d'une personne que d'une civilisation qui atteint un seuil. Et c'est là que je veux que vous fassiez une pause à nouveau et que vous écriviez en commentaire. Ressentez-vous que le monde s'accélère ces derniers temps ou est-ce que tout vous semble encore normal? Je veux vraiment le savoir, car Nostradamus affirmait que les gens vivant ces tournants le sentent toujours avant de le comprendre. Selon ses écrits, la partie la plus dangereuse d'une telle période n'est pas le conflit politique, c'est la réaction psychologique, la peur. Quand les systèmes tremblent, les gens s'accrochent plus fort au récit. Mais il suggérait l'approche inverse. Observer sans panique. Car, comme il l'impliquait, le bouleversement n'est pas toujours un effondrement. Parfois, c'est une révélation. Dans plusieurs passages, il décrivait une séquence. Scandale, division, affaiblissement des alliances, secousses économiques, puis un éveil plus large où les individus commencent à penser par eux-mêmes plutôt que de se fier au récit centralisé. La figure catalyseur devient controversée précisément
parce qu'elle force le caché à devenir visible. En d'autres termes, Le leader est l'étincelle. La transformation est le feu. Et c'est pourquoi beaucoup d'interprètes pensent que la ligne sur la seconde année compte. Elle ne signifie pas nécessairement une chute littérale du pouvoir. Elle peut indiquer une perte de contrôle narratif, le moment où la perception publique bascule et où le mythe autour d'une figure se dissout. Mais ce n'est que le début de l'interprétation, car d'autres quatrains élargissent l'histoire bien au-delà de la politique, vers quelque chose de beaucoup plus profond, un changement dans la façon dont les humains organisent la société elle-même. Et ce que Nostradamus disait sur ce qui arriverait après le tumulte est bien plus surprenant que le tumulte lui-même. pour vraiment comprendre pourquoi les écrits de Nostradamus ressurgissent maintenant, Il faut s'éloigner de l'idée qu'il essayait de prédire les gros titres et imaginer plutôt ce qu'il croyait réellement observer. Dans sa vision du monde, le temps ne se comportait pas comme nous l'expérimentons au quotidien. Il ne percevait pas le passé, le présent et le futur comme des compartiments distincts. Il les voyait comme des strates superposées, semblables aux pages d'un livre déjà écrit, où la conscience ne fait que tourner vers un autre chapitre. De ce point de vue, il ne devinait pas les événements. Il croyait observer des schémas de comportement humain qui se répètent chaque fois qu'une civilisation atteint la fin d'un cycle. C'est pourquoi la figure que beaucoup associent à Donald Trump prend une importance particulière dans la prophétie, non pas en tant que vilain ou héros, mais comme un signal. Nostradamus décrit à plusieurs reprises une personnalité qui émerge durant ce qu'il nomme l'âge de la division, une époque où les sociétés se scindent en réalités opposées, où les groupes ne se contentent plus de diverger d'opinion, mais peinent même à reconnaître la version de la vérité de l'autre. Regardez le monde actuel. On y observe quelque chose d'inhabituel. Les gens ne se disputent plus sur des opinions. Ils s'affrontent sur la réalité elle-même. Deux personnes peuvent assister au même événement et repartir convaincus d'avoir vu des choses totalement différentes. Nostradamus estimait que, lorsque cela se produit, apparaît une figure catalyseur. Quelqu'un qui amplifie ce qui sommeillait déjà sous la surface. Le leader ne crée pas la fracture, il la révèle. Ses partisans y voient une restauration, ses adversaires un danger, les observateurs neutres une confusion généralisée. Mais dans tous les cas, l'attention se concentre sur un seul individu, comme si l'histoire utilisait une personne comme point focal. C'est pourquoi l'une des lignes les plus commentées est « La Grande République troublée par sa propre main ». Il ne parle pas de conquête extérieure, mais de tensions internes. Institutions politiques qui s'entredéchirent, défiance croissante envers les médias, population divisée comme rarement dans l'histoire. Que l'on admire ou rejette Trump, il est indéniable que sa présence exacerbe les réactions de tous côtés. La prophétie n'affirme pas qu'il provoque l'époque, elle dit qu'il la symbolise. Un autre quatrain souvent rattaché à cette période évoque un leader qui revient en gloire sous le signe de l'aigle, porteur de promesses de renouveau, mais qui, sans le vouloir, élargit le fossé entre ses alliés. L'aigle symbolise depuis longtemps les États-Unis, et l'idée d'un retour a pris une résonance particulière après la réélection en 2025. Là encore, Nostradamus ne dit pas que ce retour met fin à la stabilité. Il affirme qu'il met en lumière une instabilité déjà présente. Ce qui rend cela troublant pour les croyants, c'est le timing. La mention récurrente de « la seconde année » revient souvent dans les débats. Le retour ayant eu lieu en 2025, 2026 devient pour beaucoup la phase de bascule. Mais cette bascule ne signifie pas forcément une destitution ou une chute littérale. Nostradamus emploie souvent « chute » de façon symbolique, perte d'autorité narrative, le moment où le récit autour d'une figure évolue plus vite que celle-ci ne peut le maîtriser. Le pouvoir ne repose pas seulement sur des lois ou des fonctions, il repose sur la croyance. Quand la perception change, l'influence change. Cette chute pourrait donc être un tournant psychologique, l'instant où l'air associé à une figure commence à se transformer au-delà de son contrôle. Il liait ce genre de mutation au cycle céleste. Qu'on croit ou non à l'astrologie, les civilisations ont, depuis des millénaires, considéré le ciel comme un calendrier symbolique. En 2024, Pluton est entré dans la constellation liée au système collectif et à l'organisation sociale, selon l'astrologie traditionnelle. La dernière fois que cela s'est produit, à la fin du XVIIIe siècle,
le monde a connu des révolutions qui ont remplacé les monarchies par de nouveaux modèles politiques. Nostradamus, qui étudiait attentivement les archives historiques, avait remarqué que des alignements similaires coïncidaient avec des bouleversements institutionnels. Il écrivait donc sur une époque où le pouvoir vertical, autorité descendant d'un petit nombre, serait contesté par un pouvoir horizontal, participation collective, influence décentralisée. À l'ère des réseaux sociaux, de la connectivité globale, l'information ne descend plus seulement des gouvernements et des médias vers les citoyens. Elle circule dans tous les sens à la fois. Dans cette optique, la chute ne désigne peut-être pas l'effondrement d'une personne, mais celui d'un ancien modèle d'influence. Un leader qui capte l'attention de millions devient le dernier symbole d'une ère où le récit public pouvait encore pivoter autour d'une figure centrale. Ensuite, l'influence se distribue. Cette lecture explique pourquoi Nostradamus fait souvent suivre les passages tumultueux de description d'éveil plutôt que de destruction. Il évoque un temps où les gens cesseront de s'en remettre uniquement aux récits officiels pour interpréter les événements eux-mêmes, non parce que les autorités disparaissent, mais parce que la confiance se transforme. Il met aussi en garde contre la phase émotionnelle précédant cette transition. Peur qui se propage plus vite que les faits, rumeurs qui se multiplient, sociétés qui se sentent instables, même quand la vie quotidienne suit son cours. Cet état psychologique, pensait-il, était nécessaire. Il oblige les populations à questionner des évidences qu'elles n'examinaient jamais auparavant. Et voici l'idée essentielle que beaucoup négligent. Nostradamus ne présente pas cela comme une punition, mais comme une mise à nu. La figure catalyseur devient controversée précisément parce qu'elle accélère des débats que la société avait repoussés depuis des décennies. Inégalités économiques, identité culturelle, légitimité des institutions, direction nationale. Les échanges deviennent violents parce qu'ils ont trop tardé. Quand il parle de scandale, il ne vise pas forcément un événement précis, mais une cascade. Enquête, accusation, révélation, récits qui s'entrechoquent plus vite que ne peut se former un consensus. Le public vit l'incertitude parce qu'il n'existe plus d'interprète unique et fiable des événements. C'est ce qui rend la seconde année psychologiquement puissante. Elle marque le moment où la tension ne peut plus être ignorée. Le tournant n'est pas tant une date qu'une phase où une société réalise collectivement que l'ancienne certitude ne reviendra pas telle qu'elle. Et après cette phase, Nostradamus décrit quelque chose d'étonnant. Non la ruine, mais l'adaptation. Il parle de communautés qui tissent des liens locaux plus solides, d'individus qui cherchent du sens au-delà de la politique, de gens qui se tournent vers des traditions de connaissances autrefois délaissées. En somme, quand la confiance institutionnelle vacille, la conscience personnelle s'éveille. C'est pourquoi la prophétie compte pour les croyants, non parce qu'elle annonce le destin précis d'un leader, mais parce qu'elle décrit le parcours émotionnel d'une civilisation. Confusion d'abord, polarisation ensuite, révélation, puis ajustement. Ce schéma vous semble déjà familier, n'est-ce pas? Ce qui pose une question plus profonde. Et si la prophétie n'avait jamais eu pour but de nous dire ce qui arrive à un seul homme, mais de nous préparer à la façon dont nous réagirions nous-mêmes en traversant une transition historique? Car dans plusieurs passages, Nostradamus suggère que le vrai danger, lors d'un tel tournant, n'est pas dans les événements eux-mêmes, mais dans la panique. Quand les sociétés paniquent, elles prennent des décisions à court terme aux conséquences durables. Quand elles observent avec calme, elles s'adaptent. Ainsi, quand on entend parler de « fin », il ne s'agit peut-être pas d'une fin absolue, mais d'une frontière, la ligne qui sépare un chapitre historique d'un autre. Et selon les quatrains restants, ce qui suit cette frontière est la partie dont presque personne ne parle. L'émergence d'une influence sans figure centrale et les débuts d'un ordre social entièrement différent. Ce qui rend Nostradamus si difficile à interpréter, ce n'est pas que ces mots soient vagues, mais qu'ils soient multicouches. Il décrit souvent la même période sous plusieurs angles, comme s'il tournait autour d'un événement qu'il voyait nettement, mais qu'il ne pouvait expliquer simplement à un public du XVIe siècle. Il écrivait en symboles, parce que des descriptions littérales de notre monde moderne auraient été incompréhensibles pour ses contemporains. Imaginez expliquer Internet, les médias de masse ou les marchés mondiaux à quelqu'un vivant en 1555. Il a donc utilisé des images. L'aigle, la trompette, la grande cité,
les peuples divisés, non pour dissimuler le sens, mais pour traduire un avenir qu'il croyait contempler dans le langage de son époque. Dans plusieurs quatrains, il décrit une tension qui se propage non seulement à l'intérieur d'une seule nation, mais au sein même des alliances, des amis qui deviennent prudents, des partenaires qui questionnent la confiance, non une rupture brutale, mais un glissement subtil de la confiance. Pendant des siècles, les alliances reposaient sur la géographie et la nécessité militaire. Mais à l'ère de la communication instantanée, la perception circule plus vite que les traités. Lorsque les populations elles-mêmes ne s'accordent plus sur la réalité, les relations internationales commencent à refléter cette incertitude. Il évoque également un malaise économique qui accompagne le conflit politique. Des marchés qui tremblent, des désaccords commerciaux, des réactions soudaines à des annonces. Encore une fois, il ne présente pas un effondrement de la vie quotidienne, mais une instabilité des attentes. Les gens continuent de travailler, de voyager, de vivre normalement. Pourtant, la confiance devient fragile. Une seule déclaration peut faire bouger les marchés. Une rumeur peut affecter les relations internationales. Le climat psychologique change en premier, bien avant les conditions matérielles. Pour Nostradamus, c'était là le véritable commencement de la transformation. Il pensait que les sociétés changent d'abord de l'intérieur avant de se modifier structurellement. Quand suffisamment de personnes perdent confiance dans les récits existants, elles commencent à chercher du sens ailleurs. Et c'est précisément cette partie de ses écrits qui reçoit bien moins d'attention que les lignes spectaculaires sur le scandale et la chute. Il parle à plusieurs reprises d'un retour à l'enquête, des individus qui pensent par eux-mêmes plutôt que de déléguer entièrement l'interprétation de la réalité aux institutions. Il décrit des gens qui se tournent vers des philosophies anciennes, des pratiques contemplatives, des discussions partagées hors des canaux officiels, non pour abandonner la société, mais pour redécouvrir une participation authentique à celle-ci. Pourquoi un tournant politique conduirait-il à cela? Parce que, selon lui, une figure catalyseur concentre l'attention si intensément que la société est forcée d'affronter des questions qu'elle avait repoussées. Qui détient l'autorité? Pourquoi faisons-nous confiance au système? Qu'est-ce qui définit la vérité? Lorsque ces interrogations passent du débat politique à la conversation quotidienne, un changement culturel s'amorce. Les gens cessent de déléguer la compréhension et commencent à la chercher eux-mêmes. C'est pourquoi il emploie parfois un langage qui semble spirituel plutôt que politique. Il ne prédit pas un réveil religieux au sens classique. Il décrit une prise de conscience, une population qui devient consciente de son propre pouvoir sur les systèmes dans lesquels elle vit. Quand les individus réalisent que les institutions sont créées par des êtres humains et non séparés d'eux, leur rapport à l'autorité se transforme. Et c'est là que s'achève le rôle du leader controversé. Non parce que la personne disparaît, mais parce que l'attention qui l'entoure ne peut plus contenir les questions plus vastes qu'elle a éveillées. La conversation s'élargit au-delà d'une seule figure. Dans plusieurs passages, il décrit un moment où le débat passe des personnalités aux structures. Au lieu de se demander si tel leader doit gouverner, on commence à se demander comment le leadership lui-même devrait fonctionner. C'est un changement bien plus profond qu'un résultat électoral. C'est un changement d'attente. Il suggère que l'influence future ne reposera plus entièrement sur des individus charismatiques isolés. Au contraire, ce sont des réseaux de voix, des communautés, des groupes et des discussions collectives qui façonneront de plus en plus la direction. De son point de vue, cela était révolutionnaire. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, le pouvoir descendait du sommet vers la base. Mais il entrevoyait une époque où la communication permettrait à l'influence de circuler horizontalement à travers la société. Si l'on observe l'époque actuelle, on peut déjà percevoir les premiers signes de ce schéma. Des conversations publiques qui se forment rapidement et se propagent à l'échelle mondiale. Des mouvements qui naissent sans direction centrale. Des informations qui contournent les filtres traditionnels. L'autorité existe toujours, mais elle ne monopolise plus l'interprétation. Pour Nostradamus, les turbulences autour de la figure catalyseur étaient nécessaires car elles accéléraient la prise de conscience. Sans focalisation intense, les sociétés dérivent lentement. Avec une focalisation intense, elles réfléchissent rapidement. Il comparait ces transitions à des orages. Un orage ne crée pas l'atmosphère. Il libère une pression qui s'était accumulée invisiblement. Ensuite, l'air semble différent.
Non parce que le monde a pris fin, mais parce que la tension s'est résolue. C'est pourquoi il ne concluait pas ses écrits par une catastrophe. Il concluait par un ajustement. Il croyait que l'humanité se réorganise périodiquement et que chaque réorganisation paraît terrifiante à ceux qui la vivent, car il ne voit pas encore ce qui remplacera l'ancien familier. Il avertissait même que beaucoup confondraient la transition avec un désastre. Quand les attentes s'effondrent, cela donne l'impression que la réalité s'effondre. Mais selon son schéma, un nouvel équilibre finit toujours par se former. Ainsi, si le quatrain sur la trompette symbolise un leader dont l'ère atteint son apogée puis commence à se transformer, la véritable prophétie ne porte pas sur cette personne. Elle porte sur ce que devient la société une fois que l'attention s'est déplacée au-delà d'elle. Il décrit des communautés qui se renforcent, une coopération locale qui augmente, des individus qui valorisent la compréhension plutôt que la certitude. Pas une utopie, pas la perfection, mais une adaptation. Un rapport différent entre les personnes et les systèmes qu'elles habitent. Et peut-être est-ce pour cela que ces écrits résonnent encore aujourd'hui. Ils ne prétendent pas supprimer l'incertitude. Ils suggèrent que l'incertitude fait partie de la transformation. Ce qui conduit à la partie la plus négligée de son message. Nostradamus ne décrit pas seulement des événements, il décrit un choix. Lors des tournants, les gens peuvent réagir par la peur et approfondir la division, ou par la curiosité et refaçonner la coopération. La prophétie n'impose jamais un résultat. Elle met en garde contre une phase. La figure centrale attire l'attention, mais c'est la réponse collective qui écrit l'avenir. Et selon les interprétations finales, les années qui suivent immédiatement ce point de bascule révéleront si les sociétés s'accrochent aux anciens récits ou commencent à en construire de nouveaux ensemble. Un processus plus discret que les gros titres, mais bien plus influent que n'importe quel leader isolé. Il existe un détail dans les écrits de Nostradamus qui est rarement évoqué, et pourtant il pourrait être le plus important de tous. Il ne considérait pas le point de bascule lui-même comme l'événement principal. Le point de bascule était la prise de conscience. En d'autres termes, l'histoire change au moment précis où suffisamment de personnes comprennent que le changement a déjà commencé. Avant cet instant, les sociétés tentent de restaurer ce qui existait auparavant. Après cet instant, elles commencent à s'adapter à ce qui émerge. C'est pourquoi il décrit si souvent la confusion comme la première étape. Ceux qui vivent une transition essaient d'interpréter les événements avec les anciennes attentes. Ils cherchent le retour exact de la normalité d'avant. Mais selon lui, les cycles ne reviennent jamais en arrière. Ils évoluent seulement. La raison pour laquelle la figure catalyseur devient si dominante dans l'attention publique, c'est que les sociétés tentent de résoudre un changement systémique en se concentrant sur un individu. Il est psychologiquement plus facile de croire qu'une personne est la cause que d'accepter qu'une époque entière se transforme. C'est aussi pourquoi les réactions deviennent si émotionnelles. Les partisans défendent non seulement un leader, mais la stabilité qu'ils associent à lui. Les opposants résistent non seulement à un leader, mais aux peurs qu'ils associent au changement. Les deux camps croient que le débat porte sur une personne. Nostradamus suggère que le débat porte en réalité sur l'incertitude elle-même. Il écrivait que durant ces périodes, l'information se multiplie plus vite que la compréhension. Chaque déclaration, rumeur, enquête ou révélation se répand instantanément et les gens tentent de construire de la certitude à partir de fragments. Le résultat est un étrange paradoxe. Plus de communication que jamais, mais moins d'accords partagés sur la réalité. Non le silence, mais le bruit. Et dans ce bruit, la chute commence à prendre forme. Pas forcément un moment dramatique unique, mais un glissement progressif où l'attention autour de la figure ne peut plus contenir les forces plus profondes qui bougent en dessous. Le récit s'élargit au-delà de l'individu. Les conversations portent sur les institutions, les systèmes, la confiance elle-même. Nostradamus décrit cette phase comme inconfortable, car elle enlève l'illusion de permanence. Pendant des générations, les sociétés supposent que leurs structures fonctionneront toujours de la même façon. Quand ce n'est plus le cas, les gens ressentent de l'anxiété, non parce que la vie empire immédiatement, mais parce que la prévisibilité disparaît. L'avenir devient ouvert. Il décrit ensuite une réponse surprenante. Au lieu de s'effondrer, les sociétés commencent à se réorganiser à plus petite échelle. D'abord, les communautés locales comptent davantage. Les relations personnelles deviennent plus précieuses.
Les gens commencent à s'appuyer non seulement sur les autorités centrales, mais les uns sur les autres. L'échelle de l'attention passe du spectacle global à la coopération quotidienne. Dans plusieurs passages, il suggère que ce glissement se produira discrètement, presque invisiblement par rapport au drame qui l'a précédé. Les gros titres se concentrent sur le conflit, mais la vie quotidienne s'adapte en profondeur. De nouvelles habitudes naissent, de nouvelles attentes apparaissent. Peu à peu, ce qui semblait extraordinaire devient ordinaire. C'est ce qu'il entendait par renouveau. Pas un événement unique, pas un miracle soudain, mais une stabilisation lente après la tension. La figure catalyseur reste inscrite dans l'histoire, mais elle ne la définit plus. L'ère qu'elle symbolisait passe, et les gens réalisent que le changement profond ne concernait pas qui les gouvernait, mais comment ils comprenaient le gouvernement lui-même. Il suggère également que les gens commenceront à valoriser la conscience plutôt que la certitude. Au lieu de chercher une explication unique et autorisée, ils accepteront la complexité. Au lieu d'attendre des réponses immédiates, ils toléreront les questions. Pour une civilisation habituée à des récits clairs et linéaires, cela peut sembler déstabilisant au début, mais cela finit par devenir une force. Selon sa vision cyclique, tous les quelques siècles, l'humanité atteint une phase où elle doit choisir. S'accrocher aux structures familières ou s'ajuster à de nouvelles conditions. Aucun des deux chemins n'est indolore, mais l'un mène à la stagnation, l'autre à l'adaptation. Les turbulences autour d'un leader controversé deviennent la pression qui force ce choix. Et c'est pourquoi le ton émotionnel de la prophétie compte tant. Elle n'a jamais eu pour but d'effrayer les gens en leur faisant anticiper un désastre. Elle visait à les préparer à l'incertitude, afin qu'ils ne paniquent pas quand la prévisibilité s'efface. La panique, insinuait-il, crée des issues plus dures que le changement lui-même. Il comparait ces périodes à l'aube. Avant le lever du soleil, l'obscurité paraît la plus profonde, non parce que le soleil a failli, mais parce que la transition est en train de se produire. Le ciel change de couleur si lentement que certains insistent pour dire que rien ne se passe, tandis que d'autres reconnaissent déjà le matin. En ce sens, la fin dont parlent les interprétations n'est pas la fin d'une personne. C'est la fin d'une phase particulière de l'attention, une époque où les récits globaux tournaient autour de figures singulières. Ce qui suit est une ère plus distribuée, où l'influence se partage entre de nombreuses voix au lieu de se concentrer en une seule. Et une fois ce basculement accompli, les gens regardent souvent en arrière et réalisent que le point de tournant était évident, seulement après coup. Pendant qu'ils le vivaient, ils ressentaient la confusion. Ensuite, ils reconnaissaient la transformation. Nostradamus croyait que ceux qui traversent de tels moments en perçoivent rarement la portée sur le moment. Pour eux, cela ressemble à de l'incertitude. Pour l'histoire, cela apparaît comme une transition. Ce qui nous amène à la partie finale de son message. Non une prédiction, mais une perspective sur la façon dont les individus vivent les ères de changement et sur pourquoi la conscience, et non la peur, détermine si un tournant devient tourmente ou progrès. Et c'est là que Nostradamus devient bien plus personnel que la plupart des gens ne l'imaginent. Car ses derniers écrits ne portaient pas vraiment sur les rois, les leaders ou les nations. Ils portaient sur les gens qui traversent le changement. Il pensait que le véritable sujet de la prophétie n'était jamais la figure au centre de l'attention. C'était la conscience de la société qu'il observe. Il écrivait que, durant les grandes transitions, beaucoup d'individus chercheraient désespérément la certitude. Certains s'accrocheraient à des explications familières, même quand les événements ne s'y pliaient plus. D'autres supposeraient le pire, interprétant chaque perturbation comme la preuve d'un effondrement. Mais un groupe plus restreint, suggérait-il, ferait quelque chose de différent. Ils observeraient, non avec une indifférence passive, mais avec une conscience lucide, la capacité à regarder les événements se dérouler sans se rendre immédiatement à la peur ou à une loyauté aveugle. À ses yeux, ces observateurs n'étaient pas de simples spectateurs de l'histoire. Ils en étaient les stabilisateurs, car l'émotion collective façonne le comportement collectif. Et le comportement collectif façonne les résultats. Cette idée change complètement le sens de la prophétie. Si le quatrain associé à Donald Trump symbolise le climax d'une ère, alors la véritable prédiction ne concerne pas ce qui lui arrive. Elle concerne ce qui arrive à tous les autres, une fois que le regard se détourne de lui. La tension autour d'une seule figure devient un miroir
qui reflètent des questions plus profondes sur l'autorité, la vérité et la participation. Et dès que les gens commencent à poser ces questions, l'ère a déjà commencé à basculer. Il décrit une étape où les débats s'éloignent des personnalités pour se tourner vers la responsabilité. Au lieu de se demander qui doit réparer la société, on commence à se demander comment chacun l'influence par la conversation, la coopération et la compréhension partagée. Ce moment-là, insinuait-il, marque le vrai point de bascule. C'est pourquoi ces écrits répètent que la chute est psychologique avant d'être politique. L'influence s'affaiblit quand la perception change. Et la perception change quand suffisamment d'individus interprètent les événements autrement qu'avant. Le leader reste visible, mais il ne définit plus l'ère. L'attention se disperse. Ensuite, selon son schéma, l'atmosphère se stabilise peu à peu. Pas instantanément, pas parfaitement, mais régulièrement. Les institutions s'ajustent, les attentes se recalibrent, et ce qui semblait chaotique devient une phase de transition dont on se souvient. La génération qui la traverse réalise qu'elle n'assistait pas à l'effondrement de son monde, mais à sa réorganisation. Il comparait cela aux saisons. L'hiver ne détruit pas la terre, il la force à entrer dans un état différent jusqu'à ce que le printemps devienne possible. Pendant l'hiver, on doute que le printemps arrive. Après, son arrivée semble inévitable. Ainsi, quand les lecteurs modernes interprètent la prophétie comme une fin, ils se trompent peut-être sur le langage des cycles. La fin d'une phase est le début d'une autre. La figure qui domine l'attention devient le marqueur qui sépare les chapitres. L'histoire ne s'arrête pas à cette frontière, elle la traverse. Et peut-être est-ce cela qui explique pourquoi ces écrits résonnent encore. Ils ne donnent ni date précise, ni réponse simple. Ils décrivent une expérience humaine qui se répète à travers les siècles. Incertitude suivie d'ajustement, peur suivie de compréhension. Ce qui ramène le regard sur l'instant présent. Vous ne vivez pas en dehors de l'histoire, en la regardant se dérouler sur un écran. Vous êtes à l'intérieur. Les débats, les gros titres, l'incertitude, ce ne sont pas seulement des événements à observer, mais des signaux d'une société qui se redéfinit. Que l'on regarde la figure centrale avec admiration ou critique, le schéma plus large reste le même. L'attention se concentre, la tension monte, la conscience se répand, et finalement la conversation s'élargit au-delà de l'individu. En ce sens, la prophétie ne demande pas ce qui va arriver à un leader. Elle demande comment les gens réagissent pendant que l'air qui l'entoure change. Alors prenez un instant pour y réfléchir et écrivez-le honnêtement dans les commentaires. Le monde vous donne-t-il l'impression de s'achever ou de se transformer? J'ai vraiment envie de lire vos pensées, parce que la discussion elle-même fait partie de la prise de conscience. Si cette vidéo vous a permis de regarder l'actualité autrement, soutenez la chaîne en likant et en partageant pour que d'autres puissent explorer cette idée. Abonnez-vous à Interconnected Zone si ce n'est pas déjà fait, et pensez à devenir membre pour nous aider à continuer ces explorations en profondeur. Vous pouvez aussi laisser un super merci ou utiliser l'option Hype pour pousser la vidéo plus loin. Ça aide vraiment à faire passer le message à ceux qui cherchent une perspective. Nostradamus n'a jamais promis le confort. Il a offert la reconnaissance, l'assurance que les temps de confusion sont déjà arrivés par le passé et qu'ils ont été suivis de renouveau. Ce qu'il a laissé n'est pas un avertissement de catastrophe inévitable, mais un rappel que l'histoire avance par chapitres et que traverser un point de bascule donne toujours l'impression d'incertitude, jusqu'à ce qu'elle devienne compréhension. L'avenir n'est pas écrit par une seule figure. Il est écrit par les réponses de millions d'individus ordinaires qui choisissent comment réagir au changement. Et en ce moment, cette année, vous en faites partie. Cet instant sera un jour expliqué dans des livres et des documentaires. Mais vous ne le lisez pas avec le recul. Vous le vivez en direct. Et peut-être est-ce exactement ce que Nostradamus essayait de dire. Non pas que le monde allait finir, mais qu'une page était en train de se tourner et que les gens vivant ce moment auraient la chance rare de sentir l'histoire se déplacer sous leurs pieds. Merci d'avoir regardé et à la prochaine exploration, restez conscients, restez curieux, restez connectés.